Bonjour à tous les handicapés des revues. Aujourd'hui, je vais vous parler des micros, des Boundary Mic. En fait, en anglais, c'est les micros de surface. Les micros de surface sont souvent utilisés pour sonoriser, par exemple, des pièces de théâtre et sont totalement différents des micros qu'on peut donner, en fait, de forme de cigare, qui sont faits pour prendre les chœurs, etc., au perché et de loin. Ils ont cette particularité d'avoir un profil bas, voilà, comment dire, d'avoir cette discrétion-là. On s'en sert pour deux raisons. Déjà, leur discrétion, parce que si on veut prendre une pièce de théâtre, ça veut dire des grands pieds sur les côtés, voire au milieu de la scène en bas, un petit pied pour prendre avec deux micro-cigares l'ensemble de la scène, ou au-dessus. Donc ça obstrue la vision. Or, les micros de surface sont plats, sont comme ceci. Celui-ci, c'est en fait un AKG C680BL. Alors, il y a les BL comme Boundary Layer. Alors, les Boundary Layer et les PZM sont pas vraiment... Ils ont des technologies très voisines, mais c'est pas vraiment ça. Et en fait, je l'ai trouvé d'occasion sur le Bon Coin pour une bouchée de pain. Donc, du coup, je me suis jeté dessus. Et bien mal m'a pris, puisque finalement, je l'ai reçu avec ça. C'est-à-dire un petit mini jack, ce qui fait que, en fait, l'alimentation ne fonctionne pas. L'alimentation, on va dire, entre 3 et 5 volts de la sortie des petits enregistreurs numériques qu'on a de type Olympus avec une petite entrée microphone 3,5 mm, en fait, ne fournissent qu'une petite alimentation très très faiblarde. Or, originellement, lorsqu'on prend l'AKG C680, oui c'est ça, C680BL, eh bien on s'aperçoit que ce micro de surface, en fait, fonctionne avec le 48 volts. La question était de savoir si, finalement, il y avait, dans ce 680, dans ce 48 volts, si c'était un 48 volts, voilà, au niveau de l'XLR, vous savez, vous avez une petite réduction, en fait, de la transformation du 48 volts en 12, entre 9 et 12 volts, ou si c'était on-board, c'est-à-dire à l'intérieur de l'électronique de ce bout de layer-là, de ce micro de surface. Je voulais vraiment essayer parce que aujourd'hui, quand je fais des reviews ou que j'essaie de parler avec quelqu'un, je suis obligé de porter, vous voyez, le casque Instamic là, dont on parlera sur notre review, ou alors d'avoir entre les deux un micro entre deux personnes, et donc on le voit en plein milieu. Là, si j'aurais utilisé ce Boundary Mic ici, je l'aurais mis ici en bas, il aurait capté, vous ne voyez rien ni ici, ni à portée, ni quoi que ce soit. Et si on le met entre deux personnes, eh bien ça capte le son des deux personnes sur une table. La fonction, en fait, première, déjà, c'est la discrétion. Déjà. La deuxième, c'est que ça capte beaucoup mieux les sons que les micros qui captent, en fait, dans les pièces de théâtre ou dans les salles. Parce que les micros sont très sensibles, et puis surtout, il y a une cohérence des phases. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un filtre en peigne qui arrive lorsque quelquefois, en fait, il y a le son direct qui arrive sur le micro-cigare, par exemple, et puis il y a celui qui reflète, en fait, dans les murs, ailleurs, de partout, et celui de la table. Donc, la membrane est frappée directement par le micro de votre voix, hein, et ensuite par les reflets de la table et des murs. Or, ici, si vous mettez, en fait, un micro de surface sur une table, sur une surface dure, tous les sons arrivent en même temps. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de micros à cohérence de phase pour les micros de surface. Ils sont généralement très sensibles et fonctionnent très très bien, merveilleusement bien pour tout ce qui concerne la captation de bruit d'ambiance ou quoi que ce soit. Alors celui-ci est cardioïde, donc ça veut dire qu'il prend que devant, mais il y a des omnidirectionnels qui permettent en fait, autour d'une table, de faire une conférence. En général, c'est fait pour le théâtre, c'est fait pour la conférence, et moins pour l'utilisation studio. Mais il y en a certains qui ont un bruit de fond propre qui est vraiment tellement faible qu'ils sont utilisables en studio. Notamment, on les utilise des fois pour les grosses caisses et aussi pour les cajones, les instruments péruviens, pour pouvoir enregistrer. Il y a d'excellents résultats. L'avantage aussi, c'est pour pouvoir l'utiliser dans une église réverbérante, par exemple, ou lors d'un pupitre, par exemple, pour les incentives ou les choses comme ça, où il y a le présentoir de la personne, de l'orateur, et plutôt que d'avoir deux micro-cols de cygne qui sont intrusifs, on va dire, eh bien, sur sa table de lecture, il va y avoir ce micro, en fait, PZM, à capture
voilà, comment on appelle ça? Pas PZM, si, on peut dire ça PZM, mais c'est encore une autre technologie, ce Boundary Mic, ce micro de surface qui va être posé, donc qui ne gênera pas à la vue. L'avantage aussi, et le dernier, je sais, je dis beaucoup d'avantages, mais c'est que ces micros-là sont censés, par rapport aux micros col de cygne, de discours, de speech, eh bien, ou micro-cigares pour capter en théâtre, eh bien, ont cette faculté d'être très résistants au Larsen. Donc moi, personnellement, j'en ai jamais utilisé. Simplement, là, c'est une première expérience, et vu que le prix était très bas, ben, je me suis dit que ça en valait vraiment la peine. Mais comme je vous le dis, étant donné que je l'ai reçu avec un jack 3,5 mm, je suis persuadé qu'en fait, pour avoir vu les documents sur le web, c'était avec un XLR. Le tout est de savoir si l'XLR avait un transformateur qui abaissait de 48 à 12 volts. Donc du coup, j'ai démonté la plaque. Vous voyez, on voit en fait en deux parties la grille et sa plaque. Et puis on peut voir ici, en fait, toute une électronique. Alors attendez, on va voir pour la mise au point qui va se faire au moment. Voilà. On voit qu'il y a toute une électronique derrière. Donc, je subodore. Vous voyez, avec, on voit bien la capsule devant, là. Voilà, hop, on va voir. Est-ce que la mise au point se fait? Oui, certainement là. On voit qu'il y a des condensateurs au-dessus et qu'en dessous, on s'aperçoit qu'il y a toute une flopée de CMS, hein, de composants CMS et même des transistors. Donc, j'en déduis que... Alors, il faut que la mise au point se fasse sur ma tête. Attendez, hop, voilà. C'est peut-être plus... Voilà, c'est peut-être mieux pour vous, plus agréable. Eh bien, du coup, j'en déduis que c'était directement, en fait, une fiche XLR qu'il faut ressouder, hein, originellement, parce que ça fonctionne que comme ça. Je l'ai mis, en fait, sur un petit enregistreur Olympus LS20 avec une entrée 3,5 mm. Ça fonctionne, mais en mettant la sensibilité à fond et le volume à fond au casque, il y a un bruit de fond énorme, un souffle monstrueux, donc ça ne fonctionne pas. En réalité, ça ne marche pas. Et vu que l'électronique est là, c'est l'électronique inboard qui permet de réduire le 48 volts en 12 volts. On va voir ça tout de suite. À tout à l'heure. Alors, on y est. Là, on voit en fait la grille, hein, qui est ici, que je viens de nettoyer. Voilà. Et puis, la partie électronique ici, où on voit en fait, la capsule. On voit vraiment là, la capsule avec toute l'électronique. Et puis, on voit, en fait, l'électronique CMS à l'extérieur. Alors, ce qu'il y a de bien avec AKG, c'est que, en fait, ici, il était mis sur ce qu'on appelle des shock mounts, c'est-à-dire, alors, je vais essayer de le replacer brièvement comme ça, pour dire qu'en fait, c'était sur des cylindres blocs. Donc, on peut dire qu'en finalement, le micro, en fait, à l'époque, l'une des features qui était présentée comme telle, sur le site AKG, eh bien, c'est de présenter ce microphone comme étant shock mounted, c'est-à-dire amorti au niveau des chocs. Et comme c'est un micro de surface, eh bien, si on tape sur une table, les bruits soldiens ne sont pas transmis grâce à ces 4 petits caoutchoucs qui se mettent ici dans les petits ergots. Autre avantage aussi, c'est qu'on peut changer la capsule, hein. Vous voyez, il suffit de dessouder ici les 2 fils et puis de mettre la capsule de son choix si un jour on trouve que le son est particulier. Je pense qu'il y a une sorte... L'électronique est là pour donner, non seulement pour abaisser les 48 volts en quelque chose de plus acceptable pour le microphone, le 48 volts alimentant tout le circuit électronique, et permettant de booster peut-être certaines fréquences, d'avoir une prééqualisation en fonction de la capsule. À mon avis, c'est une capsule qui est faite, qui est standard, qui est un peu pour tout, hein, propre à AKG, mais qui est de bonne qualité. Mais je suis sûr que si je la mets avec des capsules Primo ou autres, eh bien, elle fera très bien son office, puisque l'électronique sera là. Bref, tout ça pour vous dire que un jour, on pourrait expérimenter, par exemple, de remplacer cette capsule Electred classique par une capsule Primo, si on voulait améliorer les performances. On n'aurait pas exactement le même son, mais on aurait un son différent. Donc le tout aujourd'hui va être de savoir ici dans quelle broche. Bon, je vois que déjà il n'y a que 2 fils. Non, il y en a même 3. Oui, il y a en fait la masse. Hein, ouais. Donc je vais voir au niveau des pins sur quel XLR sur quel pin il faut brancher souder. Et puis je vais faire le test vraiment. Et là on va voir que ça sera différent. Curieusement,
j'ai vu le pseudo de cette personne qui m'a vendu ce micro sur le Bon Coin. Je suis allé chercher sur le net et en fait, ça fait quasiment 10 ans qu'il a pris ce micro pour des conférences par Skype, par Internet, etc. C'était un projet qu'il avait et il se plaignait dans un forum qu'il avait acheté assez cher à l'époque, parce que à l'époque, il coûtait dans les 300-400 € quand même, ce microphone-là. Il a acheté une fortune pour finalement se plaindre et dire dans un forum, poster une demande d'aide avec exactement le même pseudo, c'est ça qui est rigolo, en demandant, en disant voilà, je comprends pas, je mets à fond les niveaux et j'ai pas de, j'entends quasiment rien en fait. Donc c'est gênant, je comprends pas comment, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal. Donc à mon avis, il avait pris déjà ce microphone d'une deuxième main, parce qu'on lui a vendu comme ça, alors qu'à l'origine, il y avait un XLR qui était parfaitement bien soudé. Et il n'a pas compris, et ce qu'il m'a dit sur le Bon Coin, quand je lui ai posé la question, dans quel état il était, s'il pouvait m'envoyer un sample avec l'enregistrement, je en disant, je suis pas équipé pour faire de l'enregistrement, donc je peux pas vous dire, mais il marche. Bon, en fait, lui-même n'a jamais réussi à le faire marcher, il l'a utilisé une fois, et sans succès. Donc aujourd'hui, moi, je vais réparer cette erreur, et faire en sorte de le faire fonctionner correctement. Voilà, donc je vais souder l'XLR et après on fait des tests audio avec ce Boundary mic, micro de surface de table, AKG C680BL et voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est parti pour de la soudure. Là en fait, je vais me débarrasser de cet écran, de ce mini jack. Hop. Le 1, c'est la masse. Le rouge, c'est le 2. Et apparemment, le 3, c'est le blanc. Alors, la différence que je tiens à dire par rapport aux autres, au micro d'aujourd'hui, c'est simplement qu'il y a une crainte, il y a une espèce de flou artistique sur le fait qu'aujourd'hui, les micros Electred, paraît-il, au bout de 10 ans, eh ben, c'est plus bon. Voilà. Donc, je ne sais pas qui a dit cette ânerie, mais au bout de 10 ans, ça prendrait du souffle. C'était vrai pour certains, dans certains cas, c'était vrai. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et il y a des personnes qui ont des micros qui ont Electred qui a plus de 20 ans, hein, et qui, en fait, n'ont pas ce problème de micro Electred qui, finalement, avec le temps, en fait, s'essoufflent et donnent de moins en moins de niveau et font place plutôt à du bruit de fond. J'espère que c'est pas mon cas, hein, que c'est une bonne capsule qui a gardé sa polarisation. Alors, je vous dis ça parce que, en réalité, un micro Electred, la difficulté qu'il a, c'est qu'il a été comment dire, ce sont des micros ce sont des capsules qui sont aimantées à la sortie d'usine. Et donc, par rapport à ça, eh bien, elles perdent leur aimantation au fil des années. Alors voilà, là, je fais le test ici avec le microphone maintenant, l'AKG C680BL, et je l'ai mis sur mon enregistreur Tascam DR44WL. Le niveau, en fait, est à peu près à 50, à moitié, en fait, par rapport à 50. Donc, je ne l'ai pas poussé énorme. Là, ce que vous entendez en bruit de fond, c'est les bruits de la maison. Hein. Il y a la machine à laver qui tourne depuis 2 jours, qui ne s'arrête pas. Voilà, donc ça prend un peu tout. En même temps, c'est fait pour ça. Donc là, je suis devant, je dois être à peu près à 50, peut-être 40 ou 50 cm en termes de distance. Et on entend que ma voix, elle va bien. Maintenant, on va voir au niveau, le fait que ce soit un cardioïde, ça prend bien devant. On va voir si je me mets comme ça, de côté, ça prend assez large quand même. Hein. Ça, sur le côté, si je vais là comme ça prend... Ouais, c'est plutôt un wide cardioïde, hein, pour moi. Hein. C'est plutôt un wide cardioïde. Alors maintenant, si je touche sur la table, vous voyez, en fait, donc je vais diriger pour que vous puissiez voir. Là, je vais un peu à l'arrière, donc c'est un peu normal qu'on ne voie pas. Hop, voilà. Donc, vous voyez, là, il est face à moi, toujours avec le même niveau sonore. Il a son poids quand même, hein, et c'est un peu normal pour qu'il reste en place sur la table.
plus votre surface sera grande, plus les réflexions vont aider en termes de niveau. Hein. Donc là, avec le 48 volts engagé, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Le niveau de son est correct. Donc moi, je suis assez satisfait de la qualité du son. Voilà. Je vais peut-être l'essayer aussi dans mon Cajon, voir comment il sonne. Parce que le niveau sonore, en fait, on voit bien qu'il est fait vraiment que pour le speech, plus que pour les instruments de percussion. Parce que son niveau sonore acceptable, je crois, si j'ai vu la documentation, est limité à 115 dB. Ce qui est un peu limite dans une grosse caisse, parce que quelquefois, dans une grosse caisse, il peut y avoir plus de dB que ça. Hein. Donc maintenant, peut-être qu'un Cajon, je sais pas, un Cajon, c'est peut-être moins puissant. Alors, c'est vrai qu'un micro de table, c'est un peu un ramasse-tout. Hein. C'est pas un micro directionnel de type Ghost Neck qu'on met face à soi. C'est pas un micro canon qui va vraiment vous isoler des bruits extérieurs. Mais finalement, bizarrement, les omnidirectionnels ou cardioïdes larges, parce que moi je considère celui-ci, vu qu'il prend large devant, c'est vraiment un cardioïde large. Hein. Il prend vraiment. Il décolore pas trop sur le côté, donc on va voir ici si je le retourne progressivement. J'espère que je vous casse pas trop les oreilles. Vous voyez là, en montant à l'arrière, parce que le cardioïde est devant. On sent bien que le son là est vraiment, ça ne prend pas à l'arrière. Donc je retourne progressivement. Là, en montant à nouveau, quasiment à 90 degrés, voilà. À 90 degrés, ça capte déjà pas mal. Donc ça veut dire que s'il y a un orateur sur le côté, ça peut le faire. Et si je continue encore, là, hop, là je suis vraiment en face, ça le fait. Donc je vais continuer. Voilà, là je suis à nouveau à 90 degrés. Mais si je mets comme ça, on va dire à 70, là devant on m'entend évidemment beaucoup mieux quand je suis en face, que je me tourne un peu. Si je vais légèrement sur le côté, oui ça va. Donc c'est un micro de surface de table qui peut prendre 2 personnes, à mon avis. Hein. Donc pour mes prochaines reviews ou pour mes interviews, c'est bien de le poser et puis d'être avec à côté de quelqu'un en face. Donc ce qui me permet de pouvoir investir maintenant peut-être dans un autre micro de surface que je vais acheter qui lui est omnidirectionnel et permet de capter vraiment tout un tas de personnes en même temps. Et ça, c'est vraiment utile plutôt que d'acheter autant de micro-cravates, s'il y a par exemple 5 personnes, c'est juste ingérable. Surtout qu'en plus, derrière, il faut gérer au mix et muter toutes les autres voix lorsque quelqu'un se met à parler, à prendre la parole, pour éviter d'avoir le bruit de la pièce, la réverbération de la pièce, parce que tous les micros ouverts, si vous laissez les 5 pistes simultanément, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir beaucoup de réverb. Et en plus, le bruit de fond propre de chaque micro va s'ajouter. Donc vous allez avoir du souffle et de la réverb. Ça va être réverbérant. Et ça, c'est un petit peu pénible. Donc si on veut faire des interviews efficaces et faire en sorte que l'on puisse les faire à plusieurs, il suffit que j'interviewe par exemple un couple, eh bien on se retrouve déjà à 3. Et à 3, c'est intéressant d'avoir un micro omnidirectionnel comme de ce type-là, de le mettre au centre. Déjà, on n'a pas à mettre un micro-cravate autour de la dame, parce que c'est toujours gênant de lui dire de passer un câble au travers de son soutien-gorge par rapport au fait que ça va mieux se voir. Je vais retourner comme ça, c'est plus la peine de voir le micro. Ça va être compliqué de dire à cette personne-là que ça sert à rien. Qu'il va falloir qu'elle fasse attention, parce qu'au niveau du visuel, ça le fait pas, de voir un micro-cravate avec un fil passant pas dessus, il y en a qui le font, mais si on veut être pro jusqu'au bout, il faut aller être jusqu'au boutiste et pouvoir camoufler le microphone, faire pareil pour le gars, et puis du coup vous vous retrouvez avec 3 voix à gérer, et croyez-moi, rien que 3 micro-cravates, je l'ai fait, hein, en interviewant un duo, eh bien on entend tout de suite les bruits de fond, on entend tout de suite le son de la pièce, enfin le bruit de fond des micros, hein, propre au micro, donc beaucoup, comme disent les Anglais, du hiss, vous entendez des bruits de fond, vous êtes obligé de traiter, de déréverbérer, et du coup, de faire un automix, c'est-à-dire que dès que quelqu'un prend la parole, eh bien de muter les 2 autres micros sur vos pistes, de les éteindre, de les couper en fait,
sur votre banc de montage, ce qui vous fait faire tout un triptyque entre les 3 pistes, de faire une sorte de domino, hein, des trous à dents, et franchement c'est pénible. Le montage est déjà long, si en plus on doit s'occuper de ça, c'est pénible. Or là, si vous mettez un micro comme ça, de surface sur la table, pas celui-ci, hein, celui-ci est cardioïde, mais si vous mettez un micro omnidirectionnel sur la table, eh bien vous prenez la totalité du groupe, c'est-à-dire des 3 personnes, vous n'avez qu'une seule piste à gérer, et du coup, il n'y a pas, il y a que le bruit fond propre de ce micro-là, qui ne s'ajoute pas aux autres si vous en avez mis plusieurs, en plus de gagner du temps, parce que vous n'avez pas à faire passer des micros à travers les chemises, à travers les t-shirts des messieurs, et à travers les soutiens-gorge des dames, ce qui est assez gênant. Donc, rapidité de mise en place, et simplicité au niveau du traitement derrière. Donc, je trouve que cette solution pour pouvoir faire un interview rapidement en gardant cette spontanéité de juste allumer votre enregistreur, poser votre micro de surface omnidirectionnelle sur la table et puis enclencher les caméras, et bien là l'interview démarre tout de suite, moins de stress, moins de technique, et puis derrière en post-production vous gagnez du temps parce que vous n'avez qu'une piste audio à gérer, et c'est le but. Et en plus ça se voit pas, parce que vous voyez là, je suis en train de parler, j'ai pas de micro cravate, l'Instamic que j'ai autour du cou, je peux l'enlever, hein, ça vous prouvera que finalement je ne l'utilise pas. Ça a été, alors attendez, hop, là, hop, ah oui, il était encore en train de fonctionner. Donc voilà, là je le mets là, on peut faire la différence entre le micro ici qui est capté par l'AKG, C680BL, on entend ma voix parfaitement bien, papa boit dans les pins, papa peint dans les bois, et puis on peut passer à l'Instamic qui lui, ben voilà, papa boit dans les pins, papa peint dans les bois. C'est 2 approches différentes, on a une sorte de micro lavalier là, ici, et en face de nous, on a le micro de surface. Sachant que le micro cravate va être que pour moi, et le micro de surface, lui, va pouvoir capter plusieurs personnes. Surtout si vous prenez une version omnidirectionnelle. Bon voilà, là, on est dans un environnement beaucoup plus maîtrisé. Hein. Là, c'est le studio qui est un peu... Qui est quand même s'il est traité de manière empirique, il est quand même traité. Donc là, je vais comparer avec 3 sources différentes sur lesquelles on peut utiliser habituellement. Alors, qu'est-ce qu'on utilise en général? Un micro-cravate, mais on l'a vu tout à l'heure. Là, on était dans mon séjour, quoi, normal. Et les séjours sont assez réverbérants en général. Donc là, on va alterner entre 3 micros qui, pour moi, sont un peu la boîte à outils classique du preneur de son lors d'interviews ou autre. Alors, j'ai à distance respectable, ici, un MKH 416 de chez Sennheiser, qui était vraiment un classique. Là, il est mal positionné, il est vraiment face à moi, et c'est un micro plutôt métallique qu'on place au-dessus de la tête. Et c'est très très important, le fait d'être hors axe. Déjà qu'il est métallique, là, il devrait y avoir pas mal de sibilantes, peut-être pas, mais bon, à cette distance-là. Et puis la distance crée une sorte de compression naturelle, ça il faut le savoir. C'est pour ça que d'ailleurs en studio, certains enregistrements sont faits avec une distance assez importante, au-delà de 50 cm, pour justement avoir cette compression naturelle. Mais pour ça, il faut avoir un studio vraiment tip-top au niveau du son, ne pas avoir de bruit parasite, hein, de l'extérieur, et puis être capable d'avoir un préampli Neve ou SSL, enfin que du très bon, voire Manley ou des préamplis qui coûtent une fortune, quoi, ou du GML aussi, ça fonctionne. Voilà, donc ça c'est le MKH 416, un Globetrotter. On peut basculer maintenant aussi, bon ça c'est pour les professionnels de l'audiovisuel, là encore une fois je fais vraiment une espèce d'entorse à la règle, puisque ça ne se met pas devant, mais ça se perche, et à la verticale, hein, vous voyez, donc là il doit avoir un son beaucoup plus très très cristallin, je pense, sur le MKH 416. D'un autre côté, on a le micro que tout le monde va utiliser, celui de son enregistreur numérique. Alors ça peut être un Zoom, ça peut être un Roland, ça peut être un Tascam. Moi, c'est le Tascam DR44WL, voilà, donc un des plus... C'est le haut de gamme de chez Tascam en termes d'enregistreur. Mais les Zooms, les H4, H5 fonctionnent très bien aussi. Je n'ai pas besoin de filtre pop-up non plus parce qu'il est suffisamment loin. Il est une distance quasiment identique entre le MKH 416 ici
et le micro, les micros intégrés en fait du Tascam. Et puis maintenant, on peut basculer sur en fait le micro de table, l'AKG C680BL, que j'ai à même distance. Donc je les ai mis volontairement proches, pour que la source soit là, hein, vous voyez, proche de moi, là, à une distance identique, mais trois technologies différentes. Un micro canon, un micro stéréo en XY d'ambiance, sur l'enregistreur intégré, et puis un micro de surface, un Boundary Layer précisément, pour ça on l'appelle BL, hein, C680BL, Boundary Layer, qui est un tout petit peu différent que les technologies PZM. Voilà. Donc là, on voit tout de suite la différence entre les différentes techniques de prise de vue. Bon. Après, là, dans un milieu maîtrisé. Donc en fait, on se rend mieux compte que du niveau en fait du son entre trois prises de son différentes. Donc ici, Tascam. Oui, Tascam. On peut commencer par lui. Donc le Tascam, là, je prends ma voix sur le Tascam DR44WL. Maintenant, on va passer et switcher sur le Sennheiser MCash 416. Voilà, ici, je suis en train de parler sur le micro, le MCash 416 de chez Sennheiser. Et puis, on va basculer sur le micro de surface, le C480BL de chez AKG. Voilà, je suis sur le C480BL de chez AKG. Voilà, je pense que pour... vous voyez, si là, parce que la caméra, je l'ai mis volontairement de cette manière-là, mais si je penche, en fait, je mets vraiment la caméra en face, si je mets le Tascam, je suis obligé de le lever un petit peu, de le mettre sur un pied, vous voyez, comme ça, pour l'incliner vers moi. Si je mets le micro canon, soit je le mets au-dessus, ça m'oblige à avoir, voilà, un pied qui passe au-dessus, ou un perchman, bref, il me faut du matos, soit un petit pied, je le mets en dessous, et c'est pas vraiment adapté pour, hein, c'est pas perché. Et du coup, il risque d'apparaître juste en dessous, comme une bite, hein, voilà, disant les choses franchement, au milieu, comme ça, de l'image. Et c'est assez disgracieux. Or, lorsque vous faites une review ou un interview ou quoi que ce soit, vous êtes forcément avec un support, avec une table ou autre. Et là, vous pouvez mettre donc un micro de surface. Là, je suis donc sur le C480BL. Et là, au moins, même avec la caméra, si elle était penchée vers moi directement, on ne verrait rien dépasser. Pas de micro canon, pas d'enregistreur sur un pied incliné vers moi. Je ne serais pas obligé de baisser hors champ pour faire attention ou quoi que ce soit. Je le mets face à moi et là, c'est nickel. On peut faire mieux, c'est-à-dire que maintenant, étant donné que ces micros sont loin, maintenant, je vais volontairement faire un test dans la real life, comme on dit. En termes de production, il faut juste imaginer que la caméra soit baissée, et c'est ce que je vais faire tout de suite. On va baisser la caméra, et je vais tout enlever ce bazar pour pouvoir cadrer et me mettre vraiment en situation, sachant que je vais pouvoir, là pour le coup, puisqu'on ne le voit pas, approcher le micro juste en bas de ma bouche pour être en mesure d'enregistrer ma voix le plus proche possible. Encore une fois, dans un environnement maîtrisé. Voilà, là on y est. Hein. Je fais maintenant j'ai éteint les deux autres micros et j'ai juste légèrement rapproché en fait le micro de surface CL AKG C680BL, décidément, hein, je vais m'y faire. Et donc là, on voit que le micro, on l'entend bien, hein, ça va bien. Comme il est shank mounted, comme on dit, hein, on l'a vu tout à l'heure dans l'électronique lorsque je l'ai démonté, il a cette particularité de ne pas transmettre le bruit solien. Donc si je tapote sur la table, il n'y a pas de bruit solien directement qui vient s'inviter en fait à la fête du son. Il va capter le son de la table si je pose mes mains, comme ceci. Mais pas outre mesure. Au niveau du bruit de fond, c'est plus qu'acceptable. Hein. On voit que là, c'est masterisé. J'ai traité les sons de la même manière, avec les mêmes plugins, les mêmes compressions, pour qu'il y ait, voilà, il y a une légère compression et puis un limiteur derrière pour que ce soit intelligible. Vous n'ayez pas besoin de pousser à fond vos volumes sur vos tablettes, vos smartphones, ou vos casques, ou vos boulettes, ou quoi que ce soit très intelligible. Mais ça permet de vous faire une idée vraiment de l'utilisation que ça. Alors là, j'ai pas besoin de faire attention à être hors limite 4 parce qu'on voit le micro d'en dessous ou le micro d'au-dessus, ou de me préparer à mettre comme ça le micro cravate par-dessus,
ou pareil, de reculer en fait l'enregistreur numérique avec les micros intégrés, que ce soit un Zoom, un Tascam ou autre. Là, je mets simplement, il est donc d'une discrétion absolue, je mets sur la table face à moi, et je peux comme ça vous parler et m'enregistrer en même temps. Je trouve ça génial. Micro discret. Celui-ci est Shock Mountain. Et je vous dis, il est plus fabriqué par AKG en trouve d'occasion. Encore un peu cher d'occasion par certains moments. Moi, j'ai fait un coup de fusil parce que, à mon avis, le gars l'avait gardé, donc, comme je vous l'ai dit, 10 ans dans son tiroir. L'avait essayé, avait été extrêmement déçu. Et puis il me l'a dit, en fait, hein, par intermédiaire du message. Dans son annonce, Le Bon Coin, il s'en est servi qu'une fois. Et je veux bien le croire, vu l'historique qu'il a laissé sur le web par rapport au fait qu'il était déçu, il trouvait qu'il fallait monter le gain à fond pour entendre quelque chose. Et il s'en est pas débarrassé tout de suite. En tout cas, ça fait un bonheur, ça fait un heureux, hein, le mien, ça fait mon bonheur à moi, et je suis très heureux de l'avoir. Voilà, donc, j'espère que vous avez apprécié cette review. Là, on va repasser dans la vraie real life, hein, c'est-à-dire du côté du salon où je vais donner quelques explications sur l'utilisation, la rapidité, etc. Quelques petites astuces qui peuvent peut-être vous aider. C'est un peu chiant à écouter jusqu'au bout, c'est vrai, c'est long, mais quelquefois, il faut se taper tout un discours pour quelquefois retenir 2 ou 3 petites informations qui vont être capitales pour vous. Hein. Ça a été comme ça que moi j'ai appris au fil du temps, à force d'écouter de longs discours. Donc, si vous êtes tenace, la pugnacité finit par payer. Il y aura forcément une information que je vais vous livrer et qui vous servira après pour vous en tant qu'ingénieur du son en herbe, preneur de son, intervieweur et tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'audiovisuel. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous donner une comparaison avec d'autres micros qu'on utilise habituellement. Micro Canon, là, c'est le MKH416, mais son équivalent, le clone, c'est la NTG2 hein, de chez Rode, qui n'a fait ni plus ni moins que d'essayer de copier les caractéristiques du célèbre MKH416 de chez Sennheiser, mais voilà, une copie reste une copie. Moi, j'ai l'original, donc si vous avez un micro Canon, c'est pareil, c'est ce que je veux dire par là, c'est soit on prend un micro NTG2, souvent, par impossibilité de le placer au-dessus, on le place devant nous, comme je viens de le faire là. Souvent, on enregistre aussi avec un micro-cravate, mais on le voit lorsque je suis dans mon salon avec l'Instamic, qui fait office de micro lavalier. Donc, vous avez forcément l'effet de proximité, et c'est le son, entre guillemets, le plus propre qui soit, parce qu'il est au plus proche du corps, il prend le grave de la cage thoracique, etc. Beaucoup se servent aussi dans les blogs, dans les vlogs et dans leurs interviews de leur enregistreur directement. Ils s'en servent comme micro hein, lors d'interviews et prennent leur Zoom H4, H5 ou leur enregistreur Tascam ou Olympus. Et puis là, eh bien moi je vous propose une autre alternative, encore autre chose, mais c'est avec un micro de surface. Alors on va retourner, pourquoi on va continuer en fait, pourquoi on rebascule du côté du salon et pas ici dans le studio, parce que dans la vraie vie, à chaque fois que vous allez faire des interviews, ça va être dans des endroits réverbérants et pas dans des endroits absolument maîtrisés où le son est comme ici, c'est-à-dire propre et sans aucun trafic routier, en étant isolé de tout. Hein, voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi c'était juste pour vous donner une idée en comparaison avec 3 types de micros qui sont les plus utilisés en général par les gens de YouTube aujourd'hui, et puis même par la profession. Mais on retourne maintenant dans la vraie vie, dans le cadre où si vous êtes dans une pièce de restaurant ou quoi que ce soit, et là c'est pas du tout traité, vous allez être obligé de poser votre micro, quel qu'il soit, que ce soit micro-cravate, micro-canon, court ou long, enregistreur numérique directement, les micros intégrés, ou un micro de surface si vous avez décidé de vous enrôler pour cette aventure et tester ce type de micro-là, vous aurez une légère réverbération. Voilà pourquoi je vous donne l'occasion de vous habituer à l'oreille à ce type de son. Hein, voilà. Allez, je vous laisse. J'en avais jamais utilisé avant, et je pense que je vais les adopter, et certainement en acheter un qui est donc un micro de surface omnidirectionnel pour rapidement prendre un groupe de personnes et éviter d'acheter et de multiplier les micro-cravates. Parce que quand on voit qu'un bon micro-cravate, c'est quand même un peu plus de 100 €, si vous comptez sur 3 personnes, vous en avez 3 pour 300 €. Or, un bon micro de surface, c'est à peu près ce tarif-là. Mais sauf que là, vous pourrez prendre même 4, voire 5, voire 6 personnes. Il y a une très forte résistance au Larsen. Hein, ça accroche difficilement le Larsen, donc c'est bien. Voilà. Moins de matériel, une rapidité de mise en place,
plus de facilité à l'édition après derrière. Et voilà, moi, je trouve qu'avec l'expérience, avec le temps, le fait d'avoir à chaque fois des micro-cravates séparées, de prendre ça de manière, de pouvoir traiter le son, l'équalisation, la compression de quelqu'un et d'un autre, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je crois qu'à un moment donné, il y a Vocal Rider, par exemple, de chez Waves, qui est un plugin qui permet, en fait, si quelqu'un parle plus doucement qu'un autre, eh bien, il va faire comme un peu une oreille et un peu un ingénieur du son qui va monter automatiquement le gain, comme ça, du niveau sonore, et le baisser dès que quelqu'un parle fort. Donc c'est une sorte de compression, on va dire, humaine, intelligente, souple, qui se fait. Et donc si, autour d'une table, vous avez une personne qui a une voix fluette, qui est pas forcément plus loin sur la table, et qui parle plus doucement, eh bien, avec le micro omnidirectionnel, vous compenserez cela, mais pas vous, en le faisant manuellement, en monitorant l'onde, hein, qui d'un coup va s'amasser, alors que la personne qui parle doucement, eh bien, va avoir une onde de forme sur l'éditeur qui va être petite, mais le plugin Wave Vocal Rider va permettre de compenser cette perte d'énergie sonore et de mettre tout le monde d'accord. Donc, vous voyez, en fait, si, avec une piste et un plugin, on peut facilement se parer de toutes les situations. C'est pour ça que je prévoyais dans ma tête d'avoir un micro donc de surface. Autre chose qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de filtre pop-off, un filtre pop-up, vous parlez directement, hein, c'est pas directement sur la capsule, ce qui fait qu'on évite des traitements de type DSR, qui quelquefois dénaturent le son. C'est une sorte de compression, un DSR sur une courte bande entre 5 et 8 kHz généralement. Donc on évite ce genre de choses-là. Le fait d'avoir en plus un micro-cravate, des micro-cravates ou des micro-directifs, hein, de type canon, perche ou autre, eh bien, va vous pousser quelque part à tout vouloir minimiser, tous les bruits de fond, et à les réduire au maximum, à les absorber au maximum, pour qu'ils n'apparaissent pas. Et du coup, entre deux paroles, entre deux mots, il va y avoir un son extrêmement bas. Le bruit de fond va être extrêmement bas parce que, ben voilà, vous prenez un micro, il est directionnel, vous n'avez pas le bruit de la pièce, pas de réverbération, donc vous allez être plutôt perfectionniste. Et ça pousse à ça, en fait, à voir. Finalement, on s'aperçoit que lorsque vous écoutez, par exemple, une série au casque, vous apercevez qu'il y a toujours un bruit de fond, qui est le bruit des ventilateurs, de la climatisation, du frigo qui marche, bref, de la vie. Les acteurs qui doublent les séries américaines, eh bien les ingénieurs du son rajoutent un bruit de fond derrière. C'est ce qu'on appelle les room toms. Souvent, vous avez en fait le percheur, le son, le preneur de son, qui va demander un silence plateau et va prendre entre 20 et 40 secondes de silence comme ça de la pièce pour prendre le son ambiant de la pièce dans le silence, c'est-à-dire les bruits naturels qu'il y a. Donc, ils insèrent après le doublage des voix, hein, traduites dans différentes langues, eh bien, cette fameuse room tom, qui mettent en croisée comme ça, hein, c'est juste 30 secondes, qui mettent tout le long, pour pouvoir faire en sorte que ça matche, voyez, avec le bruit de fond sonore, qui est toujours quelque chose de vivant. Parce qu'un son trop sec, eh bien, ça surprend. C'est pas dans la vraie vie, il y a toujours un son environnement, non, qui bourdonne. Or, avec les micros de surface, plus besoin de faire de room tone, ça prend déjà tout. C'est un peu un ramasse-tout, hein, c'est le problème de ces micros. Mais si on le prend pour un interview, il est normal que ça prenne tout, que ça prenne l'ensemble d'un endroit, du lieu auquel on est. Alors si on est dans un lieu maîtrisé, vaut mieux utiliser le micro de surface. S'il y a un peu de bruit de fond autour, que ça discute, eh bien c'est pas grave, hein, il y aura l'intelligibilité qui va persister. Par contre, c'est vrai qu'après, si vous faites ça dans un restaurant bruyant, là, il faut abandonner les micros de surface et plutôt privilégier les micros cravates pour pouvoir isoler au maximum les sons du bruit de fond sonore ambiant qui peut gêner à la compréhension de l'interview et des protagonistes qui discutent. Voilà. Moi, c'est en tout cas l'idée que je m'en fais aujourd'hui. Donc, pas besoin de route tonne, pas une mise en place très rapide, un traitement en post-production extrêmement aisé par la suite. Voilà. Et puis s'il y a, par exemple, un investissement, c'est un investissement moindre dans la mesure où si vous mettez au centre d'un cercle un micro omnidirectionnel de surface au sol et que vous interviewez, par exemple, un groupe d'étudiants, bien tout le monde pourra parler sans que vous ayez besoin d'un preneur de son, hein, qui va percher au-dessus de chaque personne. Au moins, on entendra tout. Hein.
Alors, évidemment, si c'est en extérieur, aussi. Mais c'est le jeu. Voilà, donc je pense que ces micros de surface ont toute leur utilité. C'est vrai que pour un lecteur, s'il commence à faire une voix off en enregistrant avec ces micros-là, déjà le bruit de fond propre de celui-ci est 27 dBA, je crois. Et il y a un omnidirectionnel que je vise là qui est 14 dBA. Donc il est bien meilleur même que certains micros de studio large membrane en termes de bruit de fond propre. Je, à mon avis, investir dedans pour pouvoir faire de la voix off. Alors, la voix off, c'est sûr que si on le met devant, ça permet au lecteur de lire, mais il ne faut pas mettre de livre devant. Et c'est là où les micros en colle de cygne prennent le dessus, voient toute leur utilité, parce que là, le micro de table, si vous mettez le moindre obstacle à un ordinateur avec un écran et que vous êtes en train de parler et que le micro de surface est derrière, eh bien là, il y a un obstacle et on entend le bruit assourdi. Or, un micro Ghost Neck, de type Ghost Neck, c'est-à-dire à colle de cygne, peut passer par-dessus l'écran et le son reste intelligible. Vous voyez, on voit que selon les situations, l'un ou l'autre, les micros de pupitre peuvent être plus utiles si vous lisez des documents plutôt qu'un micro de surface posé. Pareil, si vous prenez des documents, si vous prenez des papiers, le papier que vous allez lire va faire écran entre vous et le micro de surface. Or, si vous avez un micro colle de cygne qui passe par-dessus, là, on peut vous entendre parce que ça va passer par-dessus les papiers et ça va pas boucher, ça va pas faire obstruction à la sortie de votre voix. Toute l'utilité, en fait, de micro de surface, je la vois là. Simplicité, rapidité, voilà. Il faut y mettre le prix quand même. Donc, soit c'est Shure, AKG, il faut rester sur les grandes marques. Il y en a un que je vous conseille qui a un niveau de sortie de cheval qui permet de moins faire travailler les préamplis parce qu'il y a le bruit fond propre des micros, mais il y a aussi le bruit de fond des préamplis eux-mêmes, hein, surtout des enregistreurs numériques. Alors, pour minimiser ça, il faut... alors, l'Audio Technica Pro 44. Alors, il y a un test, il y a qu'un gars qui l'a fait. La voix est vraiment très belle quand il la prend avec, dans un endroit maîtrisé, dans un lieu maîtrisé. Et par contre, sur son H5, je crois, ou son Zoom H5, oui, il a mis à peine à 10. Vous voyez, même pas... je vous dis une bêtise, je l'ai pas, donc je peux pas parler, mais juste pour dire que il avait fait un test et il avait pris l'Audio Technica de nouvelle génération à UR87, UR 387, quelque chose comme ça, qui coûte plus cher que le Pro 44, hein, de la même marque, mais qui a une sensibilité beaucoup moindre. Voilà, il y avait une grosse différence en termes de sensibilité. Donc ce Pro 44 là, Audio Technica permettait de ne pas faire travailler les préamplis. Donc il avait un bruit de fond propre qui était bas, hein, et en même temps, ça permettait de ne pas avoir besoin de trop monter le gain. Donc là, j'avais hésité avec le Pro 44, mais le Audio Technica Pro 44 reste encore cher, même en occasion. Donc c'est pour ça que je me suis tourné plutôt vers ce modèle AKG C680BL, parce que l'occasion a fait le luron, hein, voilà, je l'ai vu, il était vraiment pour une bouchée de pain. Je m'attendais à des surprises, je me doutais un peu que le gars allait m'envoyer ça. Bon, c'est pas grave, parce que justement, le fait d'avoir démonté, ça m'a permis de le nettoyer, de me rendre compte, de le dépoussiérer aussi, de voir que, en fait, le gars l'avait pas utilisé en 10 ans, de m'apercevoir que finalement, la capsule est vraiment nickel, n'a pas de bruit de fond propre à elle, et ne s'est pas dépolarisé tant que ça. Donc c'est une très très bonne chose. Je suis content du son. Maintenant, c'est ce que je vous dis, ça va me permettre de faire des reviews rapidement, en cardioïde, mais il va falloir un autre, qui est omnidirectionnel, pour pouvoir faire des interviews sans me casser la tête et me trimballer avec tout un préparatif de micro-cravate. En tout cas, c'est le but. Donc je vous invite à expérimenter aujourd'hui les micro-cravates. Moi, je valide en tout cas leur utilisation dans le cadre d'un interview, toujours pareil, dans un endroit maîtrisé, dans un lieu maîtrisé. Après, si c'est en extérieur, avec du trafic routier, à mon humble avis, il faudra mieux repasser aux micro-cravates. Vous voyez, chacun son utilité. J'espère que vous avez apprécié cette review et que je vous ai fait découvrir que finalement, les micros de surface ne sont pas que pour capter les scènes de théâtre. Voilà, ça peut servir aussi à la prise de son lors d'interviews, comme je le fais maintenant, ou de blog, de vlog, de ce que vous voudrez. Au revoir à tous les handicapés de review. Bye bye.